Paris fait la chasse au gaspillage. Journée de sensibilisation aujourd'hui sur le parvis de l'Hôtel de Ville, car les Parisiens sont les plus gros gaspilleurs de France. Vendredi 16 octobre, bonjour à tous. Voici les autres titres que nous allons développer dans votre 12-13. Le coup d'envoi de Multiloc, ou comment aider les classes moyennes à se loger à Paris. La ville a signé ce matin son premier partenariat avec une agence immobilière. Le but, inciter les propriétaires à louer. Le trésor des pièces rouges. Si vous ne savez pas quoi faire de votre petite monnaie, échangez-la contre un bonbon ou un gâteau. C'est le principe de ce distributeur automatique découverte dans ce journal. Et puis dans le dossier du 12-13, on vous emmènera à l'Opéra de Paris. La saison lyrique démarre avec Moïse et Aaron, une œuvre d'avant-garde et une première production maison du nouveau directeur. Stéphane Lissner est notre invité. À tout à l'heure. À quelques semaines du sommet mondial sur le climat et en cette journée de lutte contre le gaspillage alimentaire, Paris veut montrer l'exemple. Il faut dire que nous jetons beaucoup trop et cela nous coûte cher. La ville met donc en avant des initiatives pour limiter les dégâts. Reportage ce matin, Geneviève Faure, Audrey Natalizzi. Moche, pommes de terre, carottes, pommes et poires, moche mais fière de l'être en cette journée anti-gaspillage. Cette enseigne de la grande distribution a décidé de commercialiser ses produits d'habitude mis au rebut, tout comme ses biscuits, désormais mis en boîte malgré leurs imperfections. Dans notre usine, comme partout, il arrive des accidents de production. Donc ces biscuits, quelquefois, sont cassés, abîmés, le chocolat déborde. Habituellement, on ne les propose pas aux consommateurs. On les propose en magasin d'usine ou à des soldeurs. Nous, cette année, pour lutter contre le gaspillage et dans la suite des fruits et légumes moches, on a choisi de les proposer aux consommateurs 30% moins cher. Chaque francilien jette près de 115 kilos d'aliments par an. Et c'est encore pire dans les cantines, près d'un tiers des repas sont perdus. Alors dans les cuisines, on réfléchit à de nouvelles recettes. 20 kg, c'est déjà pas mal quand même. Alors dans la soupe, nous avons des carottes non épluchées, parce qu'il n'y a pas besoin de les éplucher pour faire une soupe, des poireaux et des pommes de terre. Et après, c'est une soupe tout à fait classique avec de l'eau légèrement crémée. Les épluchures vont sur le petit agrément qui va aller sur la soupe, où j'ai fait une écume de lait avec les épluchures de pommes et de poires. Mais Parisiens, il va falloir faire des efforts. Vous jetez 2 fois plus de produits encore emballés que la moyenne des Français. La mairie de Paris a identifié les lieux de grand gaspillage. Les commerçants en fin de marché jettent les produits et légumes qui pourraient encore être propres à la consommation. Donc ça, c'est un premier lieu, bien sûr dans les restaurants, dans les cantines scolaires. Et puis le gaspillage alimentaire le plus important est fait chez nous, à la maison, entre notre frigo et notre poubelle. Sur le parvis de l'Hôtel de Ville, toute la journée, on peut aussi aller essayer le Cook Truck, un camion où l'on vient soi-même cuisiner fruits et légumes abîmés. 4 mineurs sont toujours en garde à vue ce matin à Créteil. Ils sont soupçonnés d'appartenir à la bande qui a agressé au couteau un adolescent de 14 ans. C'était mercredi après-midi au centre commercial Créteil-Soleil. La victime, grièvement blessée à l'abdomen, serait aujourd'hui hors de danger. Comment lutter contre la pénurie de logements à Paris? Des dizaines de milliers d'appartements seraient vides ou en partie inoccupés. La mairie a donc mis en place un dispositif pour inciter les propriétaires à louer. Ça s'appelle Multiloc. Le premier partenariat avec une agence immobilière a été signé ce matin. Isabelle Dupont. Des logements privés et vides, il y en aurait entre 30 et 50 000 dans Paris. Pour inciter les propriétaires à remettre ces logements sur le marché locatif, la mairie va donc signer des conventions avec des agences immobilières. C'est le dispositif Multiloc. Il propose des aides aux propriétaires de logements vides qui remettent leurs biens en location. D'abord une prime de 2 000 € à leur entrée dans le dispositif, mais aussi des aides de 2 500 à 10 000 € pour faire des travaux. Enfin, une prise en charge de la garantie des risques locatifs et un accompagnement personnalisé tout au long de la location. En contrepartie, le loyer sera inférieur d'au moins 20% au loyer médian du quartier. Ce dispositif s'adresse en particulier aux jeunes actifs et aux ménages de la classe moyenne, ceux qui ne peuvent pas prétendre à un logement social, mais ont des difficultés pour se loger dans Paris. À propos de logement, sachez que le gouvernement a annoncé hier la création de 6 quartiers prioritaires pour le logement dans le Grand Paris. L'objectif est d'y accélérer la construction de logements et ils devraient se situer dans l'Essonne, dans le Val-de-Marne, le Val d'Oise et la Seine-Saint-Denis.
L'actualité politique à présent. Depuis ce matin à 8h, les sympathisants de gauche peuvent participer au référendum du PS sur l'union de la gauche aux élections régionales. Alors c'est possible sur Internet, mais des points de vote ont aussi été improvisés. Alors est-ce que ce référendum mobilise? Voyez le reportage ce matin à Paris de Aude Blaché et Johan Dorion. Sur le parvis de la gare Montparnasse, à peine une quinzaine de votants en 2 heures. Il y a bien sûr la pluie qui n'aide pas, mais aussi la politique du gouvernement qui semble diviser les sympathisants de gauche, appelés pourtant à l'unité. Aujourd'hui, on a besoin d'y aller tous ensemble dès le départ, parce que si jamais on perd la région, c'est dramatique. Parce que derrière Paris en pâtit, et que Paris est fort si jamais la région est forte. Un discours qui convainc certains de voter oui à l'union de la gauche, malgré leurs convictions. France à droite, je peux pas imaginer. Mais une alliance clairement refusée par certains. Je suis très déçue par le PS, quoi. Donc j'ai pas envie de me rassembler avec le PS. Pas pourquoi aller avec le Parti Socialiste. Je suis au front de gauche, donc je suis pas avec eux. Et alors vous voulez pas voter justement ensemble? Non. Pourquoi? Pas avec la droite. À quelques semaines à peine des scrutins régionaux, ce référendum met en fait en lumière les divisions de la gauche. Aujourd'hui, notre objectif premier, c'est les régionales. Et cette opération va nous permettre de créer une vraie dynamique, un vrai engouement derrière nos candidats. En Ile-de-France, c'est Claude Barthelone. La tête de liste à Paris, c'est Marie-Pierre de la Gontrie. Et cette opération, ça nous permet de faire fédérer à la fois les militants derrière nos candidats et à la fois aller à la rencontre des habitants donc ici du 14e, de tout Paris et de l'Île-de-France. Je ne tomberai pas dans l'union fait la force, mais à un moment donné, il faut que des idées s'agrèguent un peu pour essayer d'en sélectionner au moins une ou deux qui permettra de faire avancer les choses. Les sympathisants ont jusque dimanche soir pour se prononcer. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Campabellis, espère 200 à 300 000 votants. Merci beaucoup. À gauche toujours, Claude Barthelone dévoile les grandes lignes de son programme. La tête de liste socialiste pour les régionales sera notre invité demain midi dans Samedi Politique. Mais on va faire un premier point avec vous, Dai Kodoui, sur ces propositions. Est-ce que ce sont des propositions de gauche? Oui et non. Il y a quand même des mesures consensuelles, notamment sur les transports. Claude Barthelone veut rénover le réseau existant. Il propose un plan bus pour la seconde couronne. Enfin, il souhaite fusionner les services de sécurité de la RATP et la SNCF. Autant d'idées portées par Valérie Pécresse et d'autres candidats. Ce n'est pas étonnant. Les transports, c'est ce qu'il y a de plus important, mais c'est ce qu'il y a de moins clivant politiquement, parce qu'il n'y a pas non plus 10 000 solutions pour essayer de résoudre les difficultés actuelles. Alors, il y a quand même des mesures de gauche dans son programme, comme l'encadrement des loyers. L'encadrement des loyers ou encore le conditionnement des aides de la région pour les maires qui respectent la loi SRU sur les 25% de logements sociaux. Ce sont des mesures évidemment également avancées par le Front de gauche et Europe Écologie, et donc ce sont déjà des points d'accord pour une fusion des listes entre les deux tours. Claude Barthelone promet aussi l'embauche de 5 000 emplois jeunes régionaux. En revanche, il s'engage à ne pas augmenter la fiscalité, mais il ne veut pas faire d'économies sur les services qui affaibliraient une politique d'égalité. En clair, il refuse l'idée de Valérie Pécresse de non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 qui partirait à la retraite. Bref, pour résumer, c'est un programme sérieux, centré sur le quotidien, comme doit l'être un programme régional. En revanche, il manque peut-être d'originalité, il manque cette idée forte, facilement identifiable par les électeurs. Mais bon, il reste encore 1 mois et demi de campagne. Claude Barthelone ne va pas griller toutes ses cartouches aujourd'hui. Il aura l'occasion de s'expliquer demain face à vous dans Samedi Politique à partir de midi. Vous en avez certainement dans vos poches, Daïk, ou chez vous. On ne sait pas toujours comment se débarrasser de nos pièces de 1, 2 ou 5 centimes. Eh bien, voici peut-être la solution. Un distributeur automatique qui donne une seconde vie à ces pièces qui coûtent cher à l'État. Emmanuel Hunsinger, Laure Bignalet. Elles traînent au fond de nos poches ou alourdissent notre porte-monnaie. Difficile de payer avec chez un commerçant. Et si la solution pour se débarrasser de notre petite monnaie venait de ces distributeurs automatiques? 1, 2 ou 5 centimes contre un gâteau ou un carré de chocolat. L'inventeur de cette machine, c'est lui. Un fou de pièces de monnaie qui, à peine sorti de sciences politiques, crée sa société Centiméo. Les gens ne se baissent pas pour ramasser les pièces de 1, 2 et 5 centimes d'euros. Et c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est un vrai problème parce que finalement, comme on ne peut pas les dépenser, les gens les dévalorisent totalement. Et donc en fait, du coup, finalement, l'idée qui a présidé un petit peu à la création de Centiméo, c'est de se dire qu'on peut créer une offre qui va être capable finalement de donner un sens à ce moyen de paiement-là. Le constat est simple, trop de centimes disparaissent dans la nature. En France, on compte 60 milliards de petites pièces. 80% sortent du circuit économique. Seuls 20% retournent à la Banque de France, ce qui oblige l'État à frapper 1 milliard de pièces roses par an, soit le poids de la Tour Eiffel. Un sacré gaspillage auquel Centiméo a décidé de s'attaquer
Pour cela, 17 personnes travaillent dans cette entreprise à vocation solidaire. Le but de Centiméo, c'est aussi de favoriser l'emploi sur cette petite monnaie, notamment l'emploi local sur l'exploitation des bornes et l'emploi de réinsertion sur la fabrication, puisque donc on a un partenariat avec l'école de la deuxième chance pour prendre des jeunes en réinsertion qu'on forme sur le câblage, le montage, l'assemblage. Le concept a séduit des galeries commerciales, des universités ou encore des mairies, comme ici à Noisy-le-Sec avec ses 6 bornes. Il nous a semblé intéressant de les soutenir puisqu'ils sont dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, puisqu'ils font fabriquer leurs machines à Bobigny par un atelier de réinsertion. En Ile-de-France, 250 distributeurs ont déjà été installés. Chaque mois, Centiméo récolte et apporte à la banque près de 8 tonnes de petits centimes. La petite entreprise ne connaît pas la crise. Elle vient de signer un partenariat avec la SNCF. Des centaines de bornes vont être installées en France. On vient de l'apprendre, un des 2 hommes qui a été arrêté mercredi dans l'enquête sur le projet d'attentat de Villejuif en avril dernier, va être présenté à un juge aujourd'hui en vue d'une mise en examen. Allez, comme promis, je vous emmène à présent à l'Opéra de Paris. Nous recevons ce midi son directeur. Bonjour Stéphane Lissner. Bonjour. Alors, dans le monde de l'opéra, on ne tarit pas d'éloges sur vous. On vous qualifie de bouillonnant, d'audacieux. Il faut dire que c'est vous qui avez fait venir Benjamin Millepied à la tête du ballet. C'est vous aussi qui avez choisi d'ouvrir la saison lyrique avec un opéra contemporain, Moïse et Aaron, et dont la mise en scène surprend. Voyez plutôt le reportage de Jean-Laurent Serra et Pierre-Julien Kers. C'était la pré-générale hier à Bastille. Illustration futuriste et céleste pour un opéra biblique au perché. Moïse et Aaron, une œuvre contemporaine inachevée créée en 1954 par Schoenberg, un des maîtres absolus de la musique abstraite, tout un programme. L'opéra de Schoenberg, c'est dodécaphonique. Alors c'est une technique assez complexe, mais un principe très simple, juste pour assurer la dissonance absolue, quelque part. Si on dépasse ça, la musique de Schoenberg est assez traditionnelle. Il y a des danses, il y a des valses, il y a des marches. Moïse et Aaron racontent l'exode du peuple hébreu d'après le Premier Testament. Une évocation théologique et philosophique, transposée en images certes esthétiques, mais pas vraiment facile d'accès. Je crois que certainement tout le monde va comprendre, parce qu'il y a rien à comprendre. Moi, j'ai essayé d'entrer dans les rêves, l'esprit, le désert personnel de Moïse. Côté public, plutôt érudit, avis circonspect. Il y a des spectacles comme ça, il faut attendre la nuit, parfois 1 semaine, 2 semaines, et puis après on s'en souvient et la chose se met en place. C'est pas encore... Je suis encore très partagé. Par le goût de ce public pour l'art contemporain aussi, pour les avant-gardes, je pense que l'Opéra de Paris fait plutôt une bonne affaire en ouvrant cette saison avec cette œuvre-ci. Avec cette création, l'opéra affiche ses ambitions. Une ère nouvelle pour un autre public, mais lequel? Là est la question. Stéphane Lissner, pourquoi avoir choisi cet opéra pour votre première création de la saison? C'est l'actualité qui vous a guidé? Il est certain que Moïse et Aaron de Schoenberg, d'abord, musique contemporaine, c'est quand même un ouvrage du siècle dernier. C'est un grand classique de la modernité. Pourquoi avoir choisi cette œuvre? Pour plein de raisons. La première raison, c'est parce que c'est une œuvre qui est très fédérateur pour présenter les grandes masses artistiques de l'Opéra de Paris, c'est-à-dire bien évidemment le chœur, l'orchestre, mais aussi c'est un enjeu très important d'un point de vue du signal et de l'idée que nous nous faisons du service public. Qu'est-ce que c'est que le service public? Le service public, c'est bien évidemment de proposer des choses différentes, équilibrées, et on va y revenir sur la programmation. Et il y a des publics différents aussi, peut-être à des jeunes. Non, mais sur la façade de l'Opéra Bastille, nous avons inscrit Schoenberg ou Verdi. Pourquoi choisir? Pourquoi ne pas aussi parfois s'aventurer dans des musiques et dans des projets qui sont peut-être plus modernes, plus avant-gardistes, mais en même temps proposer les grands classiques du 19e siècle également pendant la saison?
Cet opéra nous touche pour plein de raisons. Il nous touche parce que d'abord, il parle de l'exode. Nous avons aujourd'hui, comme vous le savez, plus de 50 millions d'êtres humains qui sont sur les routes. Il nous touche parce qu'un Dieu qui peut être représenté ou qui est irreprésentable, on pense évidemment aux attentats de Charlie. Parce qu'il nous touche, parce qu'évidemment, cette rencontre entre le verbe, c'est-à-dire la pensée, et comment j'exprime cette pensée, c'est un sujet éminemment actuel. Ce projet vous tient à Voilà. cœur, on l'entend bien. En tout cas, partout où vous êtes passé, à la Scala à Milan, au Châtelet, au Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence, vous avez osé, et notamment là en mettant à la tête du ballet Benjamin Millepied. Est-ce qu'il faut faire des coups aujourd'hui pour aussi faire des recettes? Est-ce que c'est ça aussi votre défi? Non, pas du tout. Pour moi, ce ne sont pas du tout des coups. Je voudrais simplement vous dire que nous jouons Moïse et Aaron de Schoenberg en ce moment, et que juste après, nous allons présenter l'Élixir d'amour avec Roberto Alagna et Alexandra Kurczak, que la semaine prochaine, Anne-Theresa de Kersmaker fait entrer à l'Opéra de Paris 3 ballets autour de Beethoven, Schoenberg encore et Bach, et que juste après, en décembre, nous jouerons la Bayadère d'un ballet de Rounolf Nureyev classique à l'Opéra Bastille. C'est ça l'Opéra de Paris. L'Opéra de Paris, c'est cet équilibre-là entre des choses et des questionnements que les artistes nous font, le monde dans lequel nous vivons, mais aussi le grand classique. Et l'Opéra de Paris mise aujourd'hui sur la jeunesse. Rapidement, vous mettez en œuvre des choses pour les jeunes et les jeunes artistes. L'Académie et la 3e scène virtuelle. Expliquez-nous ces deux projets. Alors l'Académie, c'est simple, c'est ce que j'ai fait à Aix-en-Provence, que j'ai développé à la Scala de Milan. Il s'agit de jouer notre rôle encore là de service public, c'est-à-dire de transmission, de transmettre aux jeunes la possibilité de s'approcher de tous les métiers. À l'Opéra de Paris, c'est 120 métiers différents. Et la 3e scène, et la 3e scène, c'est comment nous pouvons nous parler au grand public qui ne vient pas forcément à l'opéra, et donc avec des réalisateurs, vidéo, et bien des réalisateurs comme Julien Prévieux, que je crois qu'on voit en ce moment, Amalric, etc., Glenkin, etc. Comment on peut parler aujourd'hui de l'opéra? C'est rencontrer des artistes qui ne sont pas forcément invités à l'Opéra de Paris et qui rencontrent du public qui ne vient pas forcément à l'Opéra de Paris. Merci. Et les avant-premières aussi, c'est la même chose. Merci Stéphane Lissner, et belle première saison donc à vous. Et lundi, dans le dossier du 12-13, eh bien, on parlera de la prise en charge des handicapés mentaux dans notre société, alors qu'un livre noir va être remis aux députés. Vous pouvez poser toutes vos questions à notre invitée, Corinne Huss, la vice-présidente de l'UNAPI, qui fédère les associations d'aide aux handicapés mentaux. Allez, avant de se quitter, très rapidement, quelques conseils si vous prenez la route des vacances aujourd'hui. Pas de difficultés particulières aujourd'hui, mais évitez quand même de quitter Paris entre 16h et 20h. Demain, la journée sera classée orange. Évitez de prendre la 13, la 10 et la 6 entre 10h et 15h. Voilà, c'est précis, c'est la fin de cette édition. À suivre la météo et le journal de la rédaction nationale. Ce soir et tout le week-end, vous retrouvez Jean-Noël Mirande. Très bel après-midi, très bon week-end à vous.